Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un point sur la situation des marchés aujourd'hui, en essayant d'être vraiment le plus complet possible, c'est-à-dire de voir à la fois les éléments haussiers à court moyen terme qui se présentent en ce moment et les éléments baissiers qui subsistent malgré le rebond en cours depuis le mois de janvier. La première chose qu'on peut dire, c'est que le scénario baissier immédiat a quand même pris du plomb dans l'aile parce que tout simplement le retracement de la baisse de décembre est devenu maintenant trop important pour qu'on ait une probabilité de poursuite du schéma baissier aussi grande qu'elle ne l'était par exemple au début du mois de janvier. On voit ici la moyenne mobile à 200 jours sur le SP500 est devenue horizontale et très hésitante. Alors je vais commencer maintenant par vous présenter quelques arguments haussiers. On va voir ensuite les baissiers un petit peu plus tard, en commençant ici par ce que font les insiders, c'est-à-dire les patrons d'entreprises cotées en bourse. Et ici, donc, vous avez un ratio entre acheteurs et vendeurs. Donc structurellement, les insiders sont plutôt vendeurs d'actions de leurs entreprises, tout simplement parce que pour eux, c'est une source de revenus supplémentaire qui leur permet d'augmenter leur qualité de vie, leur train de vie. Donc régulièrement, ils ont des attributions d'actions gratuites ou à très bas prix, des stock options qu'ils peuvent vendre comme ça sur le marché. Donc vous voyez, habituellement, on a un ratio de l'ordre en moyenne de 0,5, ça veut dire qu'en moyenne, ils vendent 2 fois plus d'actions qu'ils n'en achètent. Ce qu'on peut voir quand même sur les dernières années, c'est qu'on a eu 3 gros pics ici, qui correspond à l'été 2011, un autre à la fin 2015, début 2016, et le dernier ici, très récemment, au mois de décembre 2018. Chacun de ces gros pics a coïncidé avec le point bas des dernières, on va dire, des dernières grosses corrections, celle de 2011 et celle de 2014-2015 ici, et a été suivi par une forte impulsion haussière du marché. Malgré tout, on avait quand même eu aussi, vous voyez, des pics d'achat ici, début 2008 et au milieu de l'année 2008 également, de la part des insiders qui n'ont pas vu venir le grand marché baissier qui allait suivre et qui ont interprété le début de baisse de 2008 comme une opportunité d'achat, comme une simple correction. Donc c'est un indicateur qui ne fonctionne pas à tous les coups, mais qui quand même là donne un signal d'achat sérieux sur le marché. Le deuxième signal qui va dans le même sens, c'est un indicateur de sentiment de moyen long terme, qui est le ratio Bulber d'Investors Intelligence. Et ici, vous voyez aussi le passage en dessous de 1, ces dernières années, a signalé des opportunités d'achat importantes sur le marché, fin 2011 et ici, fin 2015, début 2016. On a eu de nouveau un signal qui a flashé au début du mois de janvier, on va dire, pour cet indicateur. Là aussi, ce n'est pas un indicateur absolu. En cas de démarrage d'un grand marché baissier, comme en 2008 et début 2009, l'indicateur était passé en dessous de 1 dès le début de l'année 2008. Et là, il avait donné évidemment un signal complètement faux sur la suite des événements. Mais bon, si on se base sur ce qui se passe depuis 8 ou 9 ans en tout cas, on a ici un signal d'achat fort sur le marché à moyen terme avec ce passage en dessous de là. Sur le ratio de risque, de perception du risque du marché obligataire maintenant, le ratio VFICI sur VWEHX, le pic d'inquiétude de la fin 2018 ressemble quand même pas mal, et même en plus petit d'ailleurs, que ceux des corrections de 2015, début 2016 et 2011 ici. Mais il est quand même beaucoup moins important pour l'instant que ce qu'on avait observé de la mi-2007 jusqu'au début 2008, avant le lancement effectif du grand marché baissier de l'année 2008 et début 2009. Donc pour le moment, cet indicateur il pointe plutôt vers une situation de correction intermédiaire qui serait achevée d'ailleurs du même type que celle de 2011 et 2015. Un dernier élément aussi que je vous présente maintenant, c'est la situation des marchés émergents. Ils étaient en tendance baissière claire tout au long de l'année 2018 et la tendance, vous voyez, a été rompue, le canal baissier
a été clairement cassé au mois de janvier, après un petit début de retournement haussier en fin d'année 2018 ici. Et là aussi, cette rupture de tendance sur l'indice des marchés émergents ressemble pas mal à ce qu'on avait observé au printemps 2016 et ici à l'automne 2011. Alors, si on reste dans le cadre d'une correction de type 2011, 2012 ou 2015, il ne faut quand même pas oublier que notamment les indices européens et le CAC n'ont pas repris leur hausse tout de suite après ces corrections. On a eu un premier rebond, une correction forte qui a retracé une grosse partie du premier rebond et ensuite la réimpulsion haussière. Sensiblement la même chose en 2016, on a eu le premier rebond ici, un retest proche des plus bas de la vague de baisse précédente et ensuite on est parti à la hausse. Donc, bon, si on est dans ce scénario, il est quand même assez probable qu'on retouchera au moins en partie, en tout cas qu'on s'approchera des plus bas de fin 2018 avant de relancer une hausse plus durable. Ça, c'était pour les arguments haussiers. Maintenant, on reste quand même avec on regarde de grosses différences par rapport à la situation de 2011, 2012 et 2015. On va le voir tout de suite. La première grosse différence, c'est la courbe des taux. On a eu une série d'inversions qui n'a pas été totale, ça ne s'est pas étendu jusqu'au taux à 10 ans, mais tous les taux de 1 à 7 ans ont eu un signal d'inversion fin 2018, début 2019, alors que sur 2011, 2012 et 2015, on était vraiment très loin d'une situation d'inversion. La courbe des taux était encore bien pentue. Et ce graphique montre qu'on est vraiment beaucoup plus proche en ce moment d'une situation de fin de cycle qu'on ne l'était en 2011, 2012 ou 2015. Le deuxième élément, ce sont les banques centrales. Alors, ce qui a sans doute pas mal relancé les marchés au mois de janvier, c'est la perception que le resserrement de politique monétaire des banques centrales allait prendre fin. On a eu des déclarations dans ce sens de la Fed et de la BCE, mais ça ne veut pas dire que ces banques centrales sont prêtes, en tout cas pour le moment, à lancer de gros programmes de quantitative easing et à inonder de nouveau le marché de liquidités. Ce qui avait relancé vraiment les marchés en 2012-2013 et en 2016-2017, c'est le fait que les banques centrales avaient lancé des programmes de quantitative easing clairs, forts. On le voit ici tout au long de l'année 2011. Et ici, dès le printemps 2015 jusqu'au printemps 2016, alors que la hausse véritable des marchés a suivi plusieurs, on va dire, s'est déclenché en tout cas plusieurs trimestres après cette politique d'inondation de liquidités des banques centrales. Pour l'instant, sur ce graphique, en tout cas, on en est loin. Les banques centrales n'ont pas vraiment repris leur politique de quantitative easing. Et si on veut, à mon avis, une impulsion haussière durable sur les marchés, il faudra voir cette courbe se retourner fortement à la hausse. N'oublions pas aussi qu'en 2017, donc les politiques fiscales de Trump, l'abaissement du taux d'impôt sur les sociétés, avait donné un gros coup de boost supplémentaire en fin de vague de hausse, surtout au second semestre 2017, sur les marchés américains. Là, cet élément de soutien ne sera pas présent non plus. Du côté des indicateurs fondamentaux, on n'a pas trop de signes tangibles de gros ralentissement pour le moment aux États-Unis, juste des signes assez légers. Par contre, en Europe, c'est beaucoup plus net. Ici, vous avez l'indicateur, le PMI manufacturier, et qui chute pas mal. On passe de plus de 60 à peine plus de 50 en l'espace de quelques mois. Et ça rappelle au moins, pour l'instant, ce qui s'était passé en 2011-2012 en Europe. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces éléments assez contradictoires qu'on a en ce moment? C'est une situation qui est clairement embêtante pour nous, pour les investisseurs. On aimerait mieux avoir une bonne crise qui soit claire, qui remette les valorisations qui ramène les valorisations à un niveau intéressant pour pouvoir acheter à bon compte les actions ensuite. Si ça n'est pas le cas, on risque
d'avoir une vague de hausse poussive, plus poussive que celle de 2013-2014 ou 2016-2017, parce qu'on est en fin de cycle, parce que les fondamentaux de l'économie sont quand même nettement plus faibles qu'ils ne l'étaient pour les vagues de hausse précédentes. Alors, il est tout à fait possible que cette vague de hausse poussive amène à réaliser de nouveaux plus hauts aux États-Unis dans les trimestres qui viennent. Mais pour l'investisseur de long terme, ça n'enlève pas la grosse menace qui pèse ensuite, si on se place sur des échéances plus longues, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et du coup, il est difficile de s'engager durablement dans de l'investissement long terme sur des small caps politiques, par exemple. Alors, les solutions qui nous restent, j'en vois 3 principalement. En tout cas pour ceux qui ne sont pas adeptes du trading de très court terme. Il reste toujours la possibilité d'engager des positions baissières, clairement. Le scénario du marché baissier n'est pas écarté. Uniquement, par contre, vu que les probabilités ont quand même diminué, uniquement sur de très bons signaux des indicateurs de sentiment de marché. Les 2 autres stratégies possibles, c'est de revenir sur des valeurs cycliques, mais qui sont suffisamment liquides quand même pour pouvoir se désengager à temps si le marché se retourne et ne confirme pas un scénario type post-2015 ou post-2012. Et enfin, dans le court terme, le trading de news, c'est-à-dire acheter cette fois-ci des small caps pas trop liquides, pas trop connus, qui publient une bonne nouvelle qui surprend le marché. C'est cette stratégie que je développe d'ailleurs dans la formation chasseur de news, qui est pas trop mal adaptée, à mon avis, à ces situations d'incertitude pendant lesquelles il est très difficile d'avoir une stratégie d'investissement de long terme sur des valeurs peu liquides, même si habituellement ce sont ces stratégies qui sont les plus rémunératrices. Voilà pour ce point sur les marchés. Je vous souhaite de bons trades et de bons investissements à toutes et à tous.